All rise, vous vous levez. Please be seated, vous vous asseoir. All right, so we will resume. Donc, le juge président, nous allons reprendre cette audience, cette conférence de mise en état. Monsieur MacDonald, vous disiez que vous n'aviez pas encore terminé votre argumentaire, mais vous vouliez donner du temps à votre éminent contradicteur pour qu'il étudie un document que nous n'avons pas vu d'ailleurs, je tiens à le dire. Donc vous voyez bien qu'il va nous être très difficile de rendre une décision qui implique un document que nous ne connaissons pas. Maître MacDonald, je comprends bien. C'est un peu... Nous sommes en train de sortir un lapin du chapeau. C'est vrai. Mais bon, j'ai envoyé le courriel. J'ai demandé à mon collègue, à mon éminent contradicteur, donc, de consulter son client. Peut-être peut-il parler de sa discussion avec son client. Je regarde la pendule et j'ai bien l'impression que nous allons devoir siéger cet après-midi parce qu'au vu du temps que nous avons eu besoin déjà pour parler du premier point de l'agenda de l'ordre du jour. Mais bon, c'est pas grave, nous avons du temps puisque nous avons la séance de l'après-midi. Alors, si nous pouvons résoudre la question tout de suite, eh bien nous déposerons le document. Si nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas le déposer maintenant, eh bien peut-être pour nous passer à au point prochain de l'ordre du jour. Le président, bien, qu'avez-vous à dire, Maître Knoops Maître Knoops, eh bien, nous sommes tout à fait d'accord pour que M. MacDonald envoie ce courriel à la Chambre, bien sûr, en toute confidentialité. Mais ça ne va pas modifier notre argumentaire. Mais ce sera à la Chambre de décider, de toute façon, en fin de compte. Mais nous sommes parfaitement d'accord avec l'envoi de cet email à la Chambre sous sceau scellé. Le président, bien, Maître Knoops, je vous remercie. En effet, nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. Alors, Monsieur MacDonald, pouvez-vous déposer le document afin que la Chambre puisse en prendre connaissance et ensuite passer à vos autres arguments? Ou devez-vous encore parler de ce point? Monsieur MacDonald, voici ce que je propose. J'ai envoyé le courriel à Madame Bossette, qui peut l'imprimer. La Chambre peut ensuite en avoir un exemplaire. Peut-être vous nous passez très rapidement à huis clos partiel. 30 secondes à peu près pour que je puisse parler de ce courriel et ensuite nous pourrons parler à autre chose ou continuer à débattre de ce sujet. Mais je pense que nous pouvons procéder de la sorte tout de suite. Le président, bien, je vais consulter sur le siège. Right. Le président, nous allons donc passer à huis clos brièvement. Et une fois que nous serons à huis clos, Monsieur MacDonald, nous entendrons vos arguments. I beg your pardon. Private. Huis clos partiel, se reprend le président. Je vous présente toutes mes excuses.
One open session. La greffière d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Microphone, s'il vous plaît. Le Président, Monsieur McDonald, je vois que vous avez terminé de nous présenter vos arguments. Nous allons maintenant entendre Madame la représentante légale des victimes. Madame Massila, je vous remercie. Je vais être très brève. Je ne vais pas présenter d'arguments sur le dernier point soulevé par Monsieur McDonald. Nous avons entendu les explications de Maître Knops, qui nous a expliqué donc qu'il faut que la défense ait du temps pour se préparer. Comme nous l'avons dit dans notre écriture, nous ne remettons pas en cause ce droit qu'a l'accusé d'être prêt au procès. Mais ce que nous remettons en cause, c'est le délai que nous demande Maître Knops pour être prêt au procès. Je ne ferai que répéter mes écritures, mes arguments écrits, parce que je pense que Maître Knops a fait exactement la même chose. Lui aussi, il n'a fait que reprendre les arguments qui étaient dans son écriture. Et je vais donc faire... Je ne vais pas faire la même chose que lui, en revanche. Donc, je m'en tiens à ce qui est dans notre écriture du 9 février. Le Président, je vous remercie d'être bref. Le greffe a-t-il quelque chose à ajouter? Monsieur Van der Wecke, le greffe n'a rien à ajouter. Le Président, très bien. Maître Knops, voulez-vous répliquer? Maître Knops. Non, j'aimerais peut-être un petit éclaircissement. Monsieur McDonald a soulevé un point assez intéressant. Il disait, il semble que la défense dit maintenant que nous n'avons pas besoin de temps pour préparer notre réponse à on n'a pas besoin de 6 mois pour préparer notre réponse à la requête aux fins de jonction d'action. Mais quand on lit exactement nos écritures, en paragraphe 23, on voit exactement quel est le délai. C'est 30 jours pour répondre à la requête de jonction d'instance. Et au vu la façon dont je me prépare, j'aurais préféré que la défense ait le temps de digérer un peu les dossiers pour voir s'il s'agit bien des mêmes dossiers, des mêmes affaires, d'affaires qui sont très proches, et ensuite demander 30 jours pour répondre à la demande de jonction d'instance. Donc, lorsque M. McDonald dit qu'on demande 6 mois pour répondre à la demande de jonction d'instance, non, ce n'est pas vrai. Il suffit de regarder nos écritures et vous voyez bien, donc là, au paragraphe 23, que ce n'est pas du tout le cas. Ensuite, je pense que l'accusation néglige l'annexe 1 que nous avons joint à notre première requête, qui est une annexe confidentielle. Et la défense, la nouvelle défense, donne bien ses réserves concernant cette nomination, ce qui renforce d'ailleurs notre position, je pense. Le Président, bien, parfait. Passons à autre chose maintenant. Passons au point suivant, point numéro 2 de l'ordre du jour. Alors, délai, volume et modalité de divulgation des éléments de preuve en application de la règle 76 du règlement de procédure et de preuve. Avant de donner la parole aux parties, la Chambre souhaite mettre l'accent sur le fait suivant. Elle voudrait que la divulgation se fasse le plus rapidement possible et le plus exhaustivement possible. Comme nous l'avons déjà dit, la Chambre aimerait que les parties dialoguent le plus rapidement possible afin de résoudre tout problème de divulgation qui pourrait intervenir. Au vu des circonstances, et donc, si, pour une raison exceptionnelle, les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un problème de divulgation, eh bien,
les parties pourront faire appel à la Chambre qui trouvera une solution. Alors, l'accusation nous a mis à jour à propos de la divulgation. Nous savons où nous en sommes. L'accusation a déclaré qu'elle allait pouvoir très rapidement divulguer tous les matériels qui n'ont pas encore été divulgués à la défense. Si le protocole adopté dans l'affaire contre Laurent Gbagbo est aussi adopté dans cette affaire. Je parle ici du protocole d'expurgation. Donc, en ce qui concerne les éléments qui tombent sous la règle 76, l'accusation a indiqué qu'elle avait déjà divulgué un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire 7812 éléments et pièces qui ont été communiqués à la défense dans l'affaire contre Laurent Gbagbo. Et une grande partie de ces pièces ont aussi été divulguées à la défense Blé Goudet avant même l'audience de confirmation des charges. L'accusation nous a aussi dit qu'environ 700 pièces incriminantes pourront être divulguées très rapidement, toujours sous réserve de l'adoption du même protocole d'expurgation que celui qui a cours dans l'affaire Gbagbo. Ensuite, en ce qui concerne, il y a très exactement 69 déclarations de témoins et de pièces portant sur des témoins qui ont été divulguées à la défense Blé Goudet alors qu'elles étaient sur la liste des éléments de preuve de l'accusation dans l'affaire Gbagbo. Et en ce qui concerne les éléments portant sur les 31 autres témoins, il va encore falloir les divulguer. L'accusation a aussi indiqué qu'elle avait l'intention d'appeler environ entre 10 à 6 témoins experts. Alors, Monsieur McDonald, pourriez-vous nous dire quel est le nombre exact de témoins que vous allez appeler à la barre, s'il vous plaît, si tant est que vous le sachiez à l'heure actuelle? Monsieur McDonald, je ne peux pas vraiment vous donner un chiffre exact. Pas tout de suite, mais voici ce que je peux vous dire. Comme vous le savez, dans l'affaire Gbagbo, nous allons entendre environ 101 témoins. Les transcriptions portant sur des témoins sont encore en cours, sur des témoins qui ne sont pas sur notre liste, mais qui sont sur la liste, enfin dans notre écriture portant sur la règle 35 dans l'affaire Gbagbo. Donc ils sont à peu près 61, je crois. Et Maître Knoops d'ailleurs a une copie pour savoir, il est donc au courant. Donc en ce qui concerne les témoins experts, nous ne savons pas encore combien il y en aura, mais nous aurons donc des témoins experts et les enquêtes sont encore en cours en ce qui concerne peut-être les témoins de l'intérieur et les témoins des faits. Il y en aura, nous ne savons pas exactement s'il y en aura 110 ou 115. Et indépendamment du nombre de témoins qui se trouvent sur la liste des éléments de preuve, il faut bien comprendre que c'est un nombre qui est là avant qu'il y ait toute discussion avec le Conseil de la Défense. Donc, un grand nombre de témoins sont sur cette liste uniquement pour témoigner de la chaîne de conservation des éléments, par exemple. Nous avons il s'agit là d'enquêteurs. Nous avons aussi des experts qui vont donner des rapports sur les blessures. Et ils pourront tout simplement être versés au dossier sans qu'on ait à les appeler en tant que témoins. Donc, le nombre de témoins pourrait très bien être réduit. Mais le but, c'est de vous donner la totalité de notre liste au départ, et ensuite on va peut-être élaguer à droite à gauche. De toute façon, cela dépend bien sûr de ce qui va se passer avec la jonction d'instance. Tant qu'on n'a pas de décision sur la jonction d'instance, on est quand même dans le flou. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que tous les éléments qui ont été fournis dans Gbagbo peuvent être immédiatement divulgués à la défense de M. Blé Goudet.
avec une seule exception, le témoin 414. On travaille sur les témoins sur ce point à l'heure actuelle. Et si nécessaire, je pourrais m'en expliquer, mais dans le cadre d'un ex parte, s'il vous plaît. Et nous sommes en train de trouver une solution à cette situation. Mais, donc, si le protocole d'expurgation est identique à celui qui a lieu à court dans Gbagbo, eh bien, nous pouvons tout divulguer. Et d'ailleurs, ce qui serait nous pourrions tout simplement divulguer tout à la défense avec les expurgations applicables dans l'affaire Gbagbo. Et puis, si jamais et puis après, on verra. Et si il y a jonction d'instance, bien sûr, la question devient nulle et sans avenue, la question du protocole d'expurgation. Et sinon, eh bien, la situation sera différente. Mais de toute façon, nous sommes en audience publique et à l'heure actuelle, les affaires ne sont pas jointes. Donc, il faut respecter la confidentialité. Les deux équipes doivent le faire. Je parle des deux équipes, l'équipe de défense Blé-Goudé et l'équipe de défense Gbagbo. Elles doivent respecter la confidentialité puisqu'il n'y a pas de jonction d'instance à l'heure actuelle. Il y a peut-être des petites différences ici et là. Mais le partage d'informations entre les deux équipes à l'heure actuelle sur des points confidentiels ne doit pas avoir lieu. Je tiens à le dire. Mais je pense que en ce qui concerne les pièces, les témoins à charge, je pense que nous allons pouvoir réduire leur nombre à 101 à peu près, dès que nous aurons votre approbation, bien sûr. Et là, je parle uniquement des témoins dont on peut divulguer l'identité à la partie adverse, bien sûr. Le président, je vous demande d'élaguer encore un peu, s'il vous plaît. 101 témoins, c'est quand même beaucoup. Monsieur McDowell, j'entends bien. Je sais, j'entends bien. C'est un chiffre important. Mais cette affaire aussi est un peu différente. Basée aussi sur les preuves indirectes aussi. Et donc, pour que l'accusation puisse établir sa thèse et étayer sa thèse, elle doit vous donner la totalité de l'histoire. Et elle doit donc vous donner tous les éléments de preuve qui vous permettent d'apprécier et d'évaluer cette affaire au-delà de tout doute raisonnable. Donc il y a parfois des témoins qui prendront beaucoup de temps, d'autres qui seront très courts, qui ne prendront pas beaucoup de temps. Il y aura peut-être des admissions, par exemple, lorsqu'il y a un grand nombre de documents qui sont sur la liste de l'accusation. Je vous donne un exemple. Par exemple, nous sommes allés au ministère de la Défense ou à la résidence de M. Gbagbo et nous avons obtenu un certain nombre de documents qui, d'après nous, sont pertinents. Par exemple, le fait que les FDS, qui est d'ailleurs en plusieurs groupes, les jeunes, les milices et les mercenaires, donc il y a ces 4 groupes qui, d'après nous, sont uniquement 4 éléments d'un groupe qui agit de façon concertée. Ça, c'est notre thèse. Alors, mais pour établir et pour étayer cette thèse, sachant que nous avons 4 incidents pour M. Gbagbo et 5 pour M. Gbagbo, et pour arriver à établir le nexus, pour aller jusqu'au cercle, au premier cercle, eh bien, sachez que c'est une tâche assez herculéenne. Nous allons essayer donc d'élaguer le nombre de témoins, mais à l'heure actuelle, on ne peut rien vous promettre. Je dois bien sûr consulter mes collègues. Le président, bien. Mais dans vos écritures, vous avez aussi parlé d'enquêtes toujours en cours, qui, d'après vous, devraient être terminées dans 2 mois. Pourriez-vous nous dire si suite à ces enquêtes, vous allez ajouter d'autres témoins à votre liste? Monsieur McDonald, eh oui, j'en ai bien peur. Oui, il va y avoir des témoins supplémentaires. Pas tous, mais certains.
Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus à l'heure actuelle. Les enquêtes sont bien sûr confidentielles. Donc je ne peux pas tout dévoiler, bien évidemment. Il faut que vous compreniez bien une chose, Madame, Messieurs les juges. J'ai du mal à trouver la formule. Le bureau du procureur est confronté à des défis immenses pour arriver à obtenir tous ces éléments de preuve. Donc c'est vraiment une complexité immense. Lorsque l'on est dans une juridiction nationale, bon, imaginons qu'on est un meurtre multiple éventuellement, mais ici il y a des éléments chapeaux qui doivent être établis. Le fait qu'il s'agit d'une attaque systématique et généralisée, il faut pouvoir prouver la nature systématique et généralisée de l'attaque. Il faut aussi pouvoir prouver qu'il s'agit d'une attaque qui est faite en application d'une politique bien précise de la part d'un État ou d'une organisation. C'est déjà le premier défi. Ensuite, il va y avoir des témoins qui veulent bien coopérer, qui veulent bien venir. Alors fort heureusement, la jurisprudence de la Cour commence à être étoffée grâce aux nombreuses citations à comparaître de l'affaire kenyane. Mais jusqu'à présent, les témoins ne viennent pas vraiment volontairement. Donc, le bureau du procureur ne va pas forcer un individu à coopérer avec ses enquêtes. Donc, tout ceci prend du temps. Un témoin qui, peut-être il y a 2 ans, voulait bien témoigner, ne veut peut-être plus le faire maintenant. Alors, je sais que M. Gbagbo est au centre pénitentiaire depuis plus de 3 ans. Et quant à M. Blegoudé, il va bientôt fêter sa première année au centre de détention. Mais sachez que pour concevoir notre thèse, pour étayer notre thèse, pour bien comprendre toute la politique sous-jacente, pour comprendre la façon dont la société est organisée, etc., pour pouvoir présenter correctement les éléments à la Chambre, il nous faut du temps, parce que nous voulons que la Chambre comprenne bien le contexte. C'est la charge de l'accusation, c'est à nous de le faire. Si nous pouvions prouver notre thèse en ne faisant comparaître qu'un tout petit nombre de témoins, sachez que nous n'hésiterions pas à le faire. Le président, je vous remercie. Pourriez-vous clarifier une petite chose? Votre note de page 20. Combien y a-t-il de pièces qui tombent sous la liste, qui tombent sous la règle 76 et qui ont déjà été divulguées à la défense dans l'affaire Gbagbo, mais qui doivent encore être divulguées à la défense Blegoudé? Combien y a-t-il de ces pièces? Réponse. La règle 76 porte sur les déclarations de témoins. Donc il y a 31 témoins et leurs déclarations ou la transcription d'interviews y afférent. Donc le chiffre que nous avons donné aujourd'hui est qu'il y a 700 pièces incriminantes qui comprennent tout, c'est-à-dire au-delà de ce qui est compris dans la règle 76. Il y a des vidéos, il y a toutes sortes de choses qui portent sur ces 30, qui vont au-delà des éléments qui portent sur les 31 témoins. Je ne peux pas vous donner de chiffre exact, mais je peux vous donner quel est le chiffre de pièces incriminantes dont nous disposons, environ 700. Bon, cela fluctue un peu parce qu'il y a des toutes petites différences entre l'affaire Gbagbo et l'affaire Blegoudé, mais on parle d'environ 700 pièces, voire un peu plus. Alors, d'habitude, lorsqu'on est un témoin des faits criminels, eh bien là, on a une déclaration et quelques annexes. Mais quand c'est un témoin de l'intérieur, on peut avoir 10, 12 transcriptions de leurs interviews, toutes les annexes, etc. Donc, j'imagine qu'il y a environ 350 à 400 documents qui sont exact, par de nature des pièces qui tombent sous la règle 76.
là, je ne me trompe pas. Je peux vous dire entre 350 et 400. You, Mr. MacDonald, had mentioned that material related to 31 further witnesses have not yet been disclosed. I understand that the prosecution is ready to disclose such. Vous avez mentionné, Monsieur MacDonald, que des documents relatifs à 31 autres témoins n'ont toujours pas été communiqués. Je crois comprendre que l'accusation est prête à communiquer ce type de documents ainsi que les autres documents à charge prochainement si la Chambre venait à adopter un protocole identique à celui que nous avons adopté dans l'affaire Gbagbo. Est-ce que vous pouvez confirmer cela, Monsieur MacDonald? Monsieur MacDonald, oui, tout à fait, Monsieur le Président. Avec toutefois la réserve suivante, et je souhaiterais revenir là-dessus pour que la Chambre soit en mesure de bien comprendre. Lorsque nous avons dit que nous avons, depuis le 6 février, nous avons les documents pour l'affaire Gbagbo. Bon, le même jour, il est évident que le même jour, le 6 février, nous ne pouvons pas communiquer tous les documents. C'est impossible. Donc, avec cette réserve, parce que tout ce qui a été communiqué à Monsieur Gbagbo, cela, pour nous, c'est une nouvelle communication. Et puis, il y a la question des expurgations. Si les expurgations sont les mêmes, cela peut être fait assez rapidement, en quelques jours. Mais il faut savoir qu'il s'agit de quelques 2100 documents pour les métadonnées. Juste pour les métadonnées. Il ne s'agit même pas de la teneur du document. Donc, notre unité va devoir s'occuper de tout cela. C'est pour cela que nous disons aussi pratique que faire se peut. Cela pourrait être fait une semaine, disons, à partir du moment où la Chambre rend sa décision, ou plutôt, si nous sommes à même de le faire. Mais pour ce qui est des documents que nous sommes en train d'analyser, là, je dois dire que l'accusation doit enregistrer ces documents, puis elle doit les lire. Ensuite, elle doit effectuer les expurgations. Tout cela se fait manuellement, donc nous devons ensuite classer en fonction des catégories relatives au protocole des expurgations. Cela prend du temps. Il s'agit d'opérations manuelles dont nous devons nous charger. Donc bien sûr que nous communiquerons cela aussi rapidement que possible. Mais parfois cela n'est pas tout simplement possible de le faire rapidement. Je dois vous dire, puisque nous avons parlé de cela en novembre dans l'affaire Gbagbo, toute la question du protocole relatif aux expurgations, le protocole qui fut adopté par la Chambre, et qui a en fait changé la procédure de façon assez importante, y compris pour l'unité appelée unité de connaissance qui fait cela de façon indépendante. Et on s'est basé sur le modèle du Kenya avec les catégories supplémentaires, les champs supplémentaires, l'insertion des pseudonymes n'est pas toujours pas possible, enfin parfois n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle cela prend du temps. Et vous pouvez imaginer, puisqu'il s'agit de 6500 documents, certes, tous les documents ne doivent pas être expurgés, mais la moitié environ. Donc cela prend du temps pour me répéter. Et pour répondre à la question précise que vous m'avez posée, si vous nous donnez le feu vert aujourd'hui, eh bien d'ici à vendredi prochain, M. Blégoudet aura tous les documents qui ont été communiqués le 6. Ceux qui ont été communiqués le 6, j'entends la défense de M. Gbagbo. Il s'agit d'un peu plus de 700 documents. Donc, tout document supplémentaire qui font l'objet d'analyse en ce moment, bon, si nous pouvons les communiquer à la même date, nous le ferons. Mais cela prend un certain temps parce qu'il s'agit de nouveaux documents. Ils sont nouveaux pour la division du procureur. Ils sont nouveaux pour l'unité connaissance. Et cela prend un peu plus de temps. Le président, très bien. Je m'adresse maintenant directement à Maître Knopp. La Chambre note que le protocole relatif aux expurgations qui fut adopté dans l'affaire Gbagbo et qui a établi un certain régime pour les expurgations, déposé le 15 décembre 2014, insiste sur le fait que la Chambre aurait tendance à adopter le même régime en l'espèce, le but étant d'avoir une certaine uniformité, homogénéité, cohérence en fait. Bon, cela au niveau du procès en première instance. Alors avant de rendre une décision, la Chambre
souhaite s'adresser à vous, Maître Knops. Nous aimerions savoir si la Défense accepterait que, en attendant l'adoption de ce type de système de rédaction, les documents qui peuvent être communiqués et qui ont été expurgés conformément au système utilisé dans l'affaire Gbagbo pourraient être communiqués à M. Blégoudet tels qu'ils sont expurgés à l'heure actuelle. Voilà ma question. Maître Knops, je vous remercie, Monsieur le Président. Mon équipe, là je vous parle depuis la perspective de mon équipe préfère ce qui suit, parce que nous considérons la confidentialité potentielle et les décalages de confidentialité entre l'affaire Gbagbo et l'affaire Blégoudet. Donc nous devons prendre note de ces décalages potentiels ou de ces dilemmes. Ça, c'est dans un premier temps. La communication de ces documents devrait être effectuée après que la Chambre aura déterminé quel est le protocole qui va être utilisé dans notre affaire. Voilà vers où va ma préférence. Parce que je ne connais pas parfaitement ce système qui doit être évalué. Donc, il y a un document qui est donné à mon équipe, mais c'est un document qui est un document seulement pour l'affaire Blégoudet ou pour l'affaire Gbagbo. Je ne suis pas en mesure, en fait, de procéder à cette évaluation, mais il se peut que je n'ai pas tout bien compris. Le Président, fort bien. Alors, voilà ce que je voulais vous dire, en fait. La Chambre a adopté, dans l'affaire Gbagbo, un régime bien précis qui a trait à la question des rédactions et des communications. Voilà ce que la Chambre aimerait entendre de votre part. Il ne s'agit pas de la question de confidentialité entre les deux affaires. Ce que nous souhaiterions savoir, dans le cadre des efforts déployés par la Chambre pour qu'il y ait uniformité des systèmes de protocole, ce que la Chambre aimerait savoir, disais-je, si vous auriez des problèmes à recevoir des documents qui peuvent vous être communiqués en utilisant le protocole de rédaction tel qu'il a été énoncé dans l'affaire Gbagbo. Donc, voilà le système dont nous parlons. Vous me comprenez, Maître Knopp? Je comprends tout à fait cette solution pratique, votre solution pratique, qui ne nous pose aucun problème, bien que nous souhaiterions nous réserver le droit de faire des observations à propos de ce protocole jusqu'au moment où notre équipe de la Défense aura la possibilité d'étudier les protocoles qui ont été énoncés dans l'affaire Gbagbo, et puis je pense également à la participation potentielle des victimes. Donc, il vous appartient d'en décider. Nous sommes tout à fait disposés à coopérer parce que nous sommes conscients de notre situation dans cette nouvelle affaire, mais par ailleurs, je souhaiterais me réserver le droit de pouvoir apporter des changements en tant que nouvelle équipe de la Défense, changements à tout protocole en place. Je crois comprendre que vous n'allez pas rendre une décision maintenant à propos du protocole définitif dans l'affaire Blégoudet, le Président. Et nous ne le ferions jamais, Maître Knops. Je peux vous assurer que ce type de décision ne sera jamais rendue sans inviter la Défense a présenté des observations. Maître Knopp, je vous remercie. Le Président, et n'ayez crainte à ce sujet. Maître Knopp, merci. Le Président, très bien. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, Monsieur MacDonald, est-ce que vous pensez pouvoir nous fournir une indication de la date butoir ou de l'échéance, d'une échéance réaliste pour la communication des documents? Vous me suivez, Monsieur MacDonald? Oui, oui. Vous voulez dire... Vous prenez en considération les enquêtes en cours et les 2 mois mentionnés, le Président? Oui. Monsieur MacDonald, bien. Alors, nous sommes vendredi 13, Monsieur le Président. Vendredi 13 février. Je n'ai pas de calendrier sous la main. Mais au début du mois d'avril, ou à la mi-avril, ou après la période des vacances de Pâques, je pense que nous pourrions envisager les communications suivantes. Alors, il se peut qu'il y ait quelques éléments que nous souhaiterions programmer au début.
parce que lorsque vous avez des auditions ou des entretiens, il y a transcription et bon, cela prend un certain temps. Alors, bien entendu, nous essayons de tout planifier, mais ce n'est pas toujours possible. Cela dépend également de la disponibilité des témoins. Donc, ce que nous recommanderions, ce serait une date butoir, une échéance pour les communications 2 mois à partir d'aujourd'hui. Donc, cela nous amène au mois d'avril. Donc, parce qu'il y a pendant le mois d'avril 2 semaines de vacances judiciaires. Donc, soit juste après, à la fin des vacances judiciaires. Le Président, je vous remercie. Avant de mettre un terme à la discussion à propos de ce point de l'ordre du jour, j'aimerais savoir si vous avez d'autres questions à soulever. Sinon, nous allons passer à la suite. Monsieur MacDonald, si vous m'y autorisez, Monsieur le Président, j'aimerais à ce sujet très brièvement parler d'un élément. L'accusation souhaite informer la Chambre eu égard aux témoins experts. Qu'en règle générale, il y a des personnes que nous envisageons de recruter comme experts. Bon. Alors, il y a un défi qui reste. En général, ces personnes sont des chercheurs dans leur domaine et ils ont parfois des préoccupations. Donc, il peut parfois être cela peut être une gageure, véritablement, que de recruter un expert pour un sujet très très précis. Nous faisons de notre mieux, Monsieur le Président. Ces personnes sont en général des professeurs universitaires, des enseignants, donc ils sont très très occupés. Et bien entendu, en temps voulu, nous informerons la Chambre, y compris tous mes confrères et toutes mes consoeurs, si nous sommes sur le point de recruter ce type de personnes. Cela n'est pas fait pour le moment, mais il se peut que cela nous fasse dépasser la date butoir du mois d'avril. Mais je pense à un témoin à propos d'une question bien précise et d'un rapport qui serait rédigé. Toutefois, l'intention de l'accusation est bien entendu de faire en sorte de convoquer ce témoin pour qu'il explique certaines choses à la Chambre. Donc, pour ce qui est d'un expert qui, pour nous, a son importance, il se peut que nous dépassions la date butoir que la Chambre pourrait donner pour les dernières communications. Donc, nous en informerons la Chambre par le truchement de la norme 35. Le Président, Maître Knops, vous souhaitez ajouter quelque chose? Maître Knops, non, absolument pas, Monsieur le Président. Le Président, fort bien. Nous allons donc passer au point C. Before I do that, Mais avant, Monsieur MacDonald, vous avez entendu ce qu'a indiqué Maître Knops, donc vous pourriez peut-être commencer à communiquer des documents à Maître Knops, compte tenu des lignes directrices adoptées dans l'affaire Gbagbo et sans oublier les réserves indiquées par Maître Knops. Monsieur MacDonald, oui, nous pouvons le faire, tout à fait, Monsieur le Président. Président, vous pouvez, Monsieur MacDonald, oui, tout à fait. Nous commencerons à le faire dès la semaine prochaine. Nous verrons quand nous pourrons le faire le plus rapidement possible. Mais la seule réserve, c'est à propos de ces deux témoins. Là, ce ne sera pas possible. Le Président, oui, je vous comprends tout à fait. Nous allons maintenant passer au point C. Est-ce que l'accusation prévoit qu'il y aura des problèmes eu égard à la protection des témoins et d'autres personnes, notamment le besoin d'expurgation, la communication de l'identité des témoins, ainsi que les traitements de demande présentés au programme de protection des témoins. L'accusation a informé la Chambre et la Défense qu'elle prévoit qu'il se peut qu'il y ait des risques en matière de sécurité, que cela aura des incidences sur ces enquêtes et la protection des témoins et d'autres personnes pendant
pendant tout le procès. Qui plus est, une mise à jour a été fournie à propos de la communication de l'identité des témoins. L'accusation a indiqué que l'identité de 3 témoins n'a toujours pas été communiquée. Elle avance que l'identité de 2 de ces témoins, à savoir le témoin P49 et le témoin P316, pourra être communiquée dès que la Chambre aura rendu une décision à propos du protocole en matière d'expurgation qui sera utilisé. Qui plus est, l'accusation a informé la Chambre qu'elle est en mesure de communiquer l'identité du témoin P328 en application de la règle 77. Si le témoin P328 accepte de témoigner, l'accusation pourra rapidement recommuniquer sa déclaration en tant qu'élément de preuve à charge. Elle a indiqué, qui plus est, qu'aucun des témoins à charge sur lesquels elle compte s'appuyer lors du procès se trouve dans le programme de protection des témoins de la CPI, mais qu'elle continue à évaluer la situation en matière de sécurité de ces témoins et qu'elle informera la Chambre de tout changement de situation. L'accusation a également indiqué qu'elle demandera des mesures de protection dans le prétoire pour plusieurs de ces témoins et qu'elle déposera les demandes appropriées en temps voulu. Le greffe, par ses écritures, a encouragé les parties à suivre les procédures établies dans la règle ou la norme 8.1 et 96.2 du règlement du greffe pour toutes les questions de traitement de demande et d'inclusion au programme de protection des témoins de la CPI. L'unité des victimes et des témoins reste disponible pour aider les parties et pour leur fournir les formulaires de demande de protection pour faciliter toute demande. Voilà un résumé des écritures déposées. Monsieur le procureur, vous avez quelque chose à ajouter? Monsieur MacDonald? Non, hormis le fait que je déteste ma robe. Le président, qu'en est-il du greffe? Le greffe n'a rien à ajouter. Le président, Maître Knops, qu'en est-il de vous? Maître Knops, non, rien, monsieur le président. Le président, fort bien, nous allons passer au point D de l'ordre du jour, documents déjà communiqués et documents que l'accusation a l'intention de communiquer en application de l'article 67.2 du statut et de la règle 77 du règlement. L'accusation a indiqué qu'elle est tout à fait en mesure de communiquer rapidement tous les documents qui n'ont toujours pas été communiqués et sur l'application de l'article 67.2 et de l'article 67.2 de la règle 77, à savoir il s'agit de 15 documents qui relèvent de l'article 67.2 et de 500 documents qui relèvent de la règle 77. L'accusation continuera à évaluer ces nouveaux éléments de preuve compilés récemment ainsi que tout élément de preuve dont elle dispose déjà et ce en application de l'article 67.2 et de la règle 77 pour assurer une communication en temps voulu. Monsieur le procureur, avez-vous quoi que ce soit à ajouter? Monsieur MacDonald, je dirais la même chose que pour les éléments de preuve à charge. Nous pourrons communiquer cela la semaine prochaine en une seule et même fois. Le président, je vous remercie. Maître Knops, qu'en est-il? Maître Knops, je n'ai rien à ajouter, monsieur le président. Le président, fort bien. Nous allons maintenant passer aux points E et F de notre ordre du jour. Je vais les analyser ensemble. Mise à jour relative à la demande ou aux demandes des victimes et à la procédure visant à autoriser les victimes à participer au procès. Transmission à la défense de versions moins expurgées des demandes des victimes. À cet égard, la Chambre a reçu des écritures extrêmement détaillées de la part de la représentante légale des victimes. Elle a informé la Chambre que sur les 460 victimes qui ont été admises lors de la phase préliminaire du procès, une victime est décédée, donc son statut en tant que victime a été interrompu par la chambre préliminaire. 2 autres victimes sont décédées en 2014. Leur statut en tant que victime doit donc prendre fin. Pour les 467 autres victimes,
qui ont été admises et qui a participé à la phase préliminaire, la représentante légale considère que ces victimes devraient automatiquement être autorisées à participer à la phase du procès en première instance sans pour autant que leur demande ne soit présentée et considérée à nouveau. Eu égard aux victimes qui n'ont pas participé à la phase préliminaire, la représentante légale des victimes estime que le système de demande devrait permettre de préserver la nature individuelle ou le caractère individuel de la participation des victimes et que le formulaire de 6 pages devrait pouvoir être utilisé en l'espèce. La représentante légale des victimes avance que si la Chambre souhaite simplifier le système, alors un formulaire contenu sur 1 page qui a été utilisé dans l'affaire Le Procureur contre Bosco Taganda pourrait être utilisé. La représentante légale insiste sur le fait qu'elle est opposée à l'approche adoptée dans les affaires du Kenya. Elle informe la Chambre qu'elle n'a absolument aucune objection à ce que soit transmis à la défense des versions moins expurgées des demandes des victimes et que, eu égard aux nouvelles victimes, son unité sera en mesure d'analyser les demandes et d'informer la Chambre à la mi-mars des catégories d'expurgation qui pourront être levées. En dernier lieu, elle a informé la Chambre que la représentante légale des victimes est disponible pour continuer à représenter les intérêts des victimes lors du procès. L'accusation a informé la Chambre qu'étant donné que les charges ont été confirmées eu égard aux 5 événements incriminés, elle considère que les victimes qui ont été autorisées à participer lors de la phase préliminaire devraient être autorisées à participer à la phase en première instance sans pour autant être obligées de présenter une nouvelle demande. Eu égard aux nouvelles victimes, elle considère que la date qui correspondra au début du procès sera la date butoir pour par rapport aux demandes, aux nouvelles demandes de victimes aux fins de participation. Par son dépôt d'écriture, le greffe a fourni une mise à jour relative au nombre des demandes de victimes et il a été indiqué par le greffe que jusqu'à aujourd'hui, 469 victimes ont été admises et le greffe s'attend à ce que quelques 250 à 350 demandes soient admises. Quoi qu'il en soit, le nombre total des victimes ne devrait pas dépasser 850. Le nombre total de témoins, se reprend l'interprète, ne devrait pas dépasser 850. Pour ce qui est du système qui va être adopté pour l'admission des victimes qui pourront participer aux témoins, le greffe recommande, au vu des similitudes entre l'affaire Blegoudé et l'affaire Gbagbo, que la même procédure devrait être adoptée dans les 2 affaires. Lors d'un dépôt d'écriture déposé avant la première conférence de mise en état dans l'affaire Gbagbo, le greffe a présenter 2 options. Le système adopté par la Chambre préliminaire dans l'affaire Taganda et le système d'enregistrement adopté dans l'affaire Kenya. Je vais maintenant m'adresser à la représentante légale des victimes. Nous avons encore 5 minutes, me semble-t-il, jusqu'à 13 heures. Je pense qu'à 13 heures, nous devrons terminer. Ah, c'est 13h30, me dit-on. Excusez-moi alors. Oui. J'aimerais savoir si vous avez quoi que ce soit à ajouter. Madame la représentante légale des victimes, Madame Massida, merci Monsieur le Président. Je ne vais pas utiliser les 35 minutes, je ne vais utiliser que 5 minutes de votre temps. Je pense que mes écritures sont assez détaillées. J'aimerais tout simplement rebondir et présenter 3 idées à la suite
des écritures présentées par l'accusation et le greffe. Pour ce qui est de la possibilité d'avoir une date butoir, comme cela a été indiqué par le bureau du procureur, j'aimerais rappeler que les victimes ont le droit de présenter une demande pendant tout le procès, ce qui fait que, bien entendu, nous sommes tout à fait opposés à l'idée d'une date butoir, date après laquelle les victimes ne pourraient plus présenter de demande. Et d'ailleurs, cela me semble être tout à fait conforme au texte juridique de la Cour, notamment la norme 87, paragraphe 3 du règlement de la Cour. Ma deuxième observation porte sur le paragraphe 19 de l'écriture numéro 211 du greffe, par laquelle le greffe préconise fondamentalement l'adoption du modèle de participation retenu dans l'affaire Kenya. Il est indiqué par le greffe cela devrait être possible pour permettre à la Chambre de pouvoir avoir une supervision de la situation. Et je cite maintenant, en coopération avec la représentante légale des victimes pour préparer des rapports réguliers sur les activités du greffe et de la représentante légale des commune des victimes, eu égard aux victimes, aux statistiques relatives à la représentation des victimes, etc., etc. Fin de ma citation. Alors j'attire l'attention de la Chambre sur cette question parce qu'il me semble que très récemment, par sa décision relative à la participation des victimes dans l'affaire Bosco Ntaganda, la Chambre avait adopté dans une certaine mesure un système hybride, un système incluant l'obligation pour le greffe et pour la représentante légale des victimes de fournir à la Chambre des rapports réguliers. Je fais référence au paragraphe 24 9 en chiffres romains de la décision dans l'affaire Bosco Ntaganda du 6 février 2015, document 01 04 02 06 449, par laquelle la Chambre, et je cite, les rapports doivent être préparés en coopération avec la représentante légale des victimes qui doivent fournir au VPRS les informations détaillées relatives à leurs activités parmi les victimes. Fin de la citation. J'aimerais tout simplement attirer l'attention de la Chambre sur le fait que très souvent cela ne sera pas pragmatique, pour la simple raison que la représentante ou les représentants légaux des victimes sont tenus de respecter la relation confidentielle avec les victimes. Donc dans la majorité des cas, il ne sera pas possible que le représentant ou la représentante légale des victimes fournisse des informations détaillées relatives aux activités menées à bien avec ou auprès des victimes. Je voulais tout simplement énoncer cela devant la Chambre, parce que je pense que cela pourrait avoir des incidences, des conséquences sur notre obligation professionnelle en application du Code de conduite professionnelle. Bien entendu, cela au cas où la Chambre envisagerait la deuxième option suggérée par le greffe. Mon troisième et dernier commentaire porte sur la question des demandes moins expurgées qui devront être fournies à la défense. Alors je ne sais pas si j'ai été très claire lorsque je l'ai expliqué, c'est pour cela que je reviens un peu à la charge, parce que pour le moment nous sommes tout à fait disposés à fournir à la Chambre des demandes moins expurgées de victimes qui participent à la procédure et qui n'ont pas un double statut. Donc nous allons analyser toutes les demandes de participation des victimes. Et puis par la suite, nous allons analyser les demandes des victimes qui ont un statut double à partir du moment où l'accusation aura fourni la liste des victimes qui vont être convoquées pour ce procès. Parce que nous considérons, Monsieur le Président, que nous avons une obligation. Cette obligation étant de préserver la confidentialité de toutes les informations. Et nous communiquerons seulement des demandes moins expurgées en cas de double statut lorsque nous serons absolument sûrs que ces personnes
se sont vus octroyer un double statut et pas avant. Il y a autre chose, une autre information qui me semble utile pour la Chambre et qui n'a pas été relayée à la Chambre dans l'affaire Laurent Gbagbo avant qu'elle ne rende une décision à propos des demandes moins expurgées qui devront être fournies à la défense. Il s'agit des victimes qui sont des victimes dans l'affaire Gbagbo et qui seront consultées également dans l'affaire Blé Goudé. Donc, la levée de toute expurgation est seulement faite lorsque nous avons l'accord des victimes elles-mêmes. Et puis, en dernier lieu, et je pense que cela a son importance, et cela a déjà été indiqué par la Chambre dans l'affaire Gbagbo, nous nous engageons à revoir les demandes et ce, en coordination avec le greffe, la section VPRS, parce que je pense que cela sera une façon beaucoup plus efficace de procéder que par opposition à ce qui a été fait dans l'affaire Gbagbo, avec la réserve que parfois il se peut que nous ne puissions pas partager des informations avec le greffe, parce que nous avons un accès différent au dossier de l'affaire, et par conséquent, il se peut qu'il y ait des levées d'expurgation qui sembleraient injustifiées aux yeux du greffe, mais qui finalement serait justifié du fait de ce que nous savons à propos de ce dossier. Voilà, je vous remercie. Le Président. Monsieur MacDonald, vous avez quelque chose à dire? Monsieur MacDonald, non, Monsieur le Président. Le Président, fort bien. Est-ce que vous êtes en mesure de nous indiquer le nombre de témoins ayant un double statut? Monsieur MacDonald, une fois cette information divulguée, je crois que dans l'affaire Gbagbo, il y aura 11 cas de ce genre. Le Président, vous dites dans l'affaire Gbagbo, mais en l'espèce, Monsieur MacDonald, à l'heure actuelle, il y en a 8, mais au final, il y en aura 11 à partir de la semaine prochaine. Le Président, Maître Knoops, des observations. Maître Knoops, 3 observations, Monsieur le Président. D'abord, comme vous l'aurez compris, il s'agit d'une répétition. Nous n'avons pas été en mesure de digérer les protocoles au cours des 4 dernières semaines, depuis que nous avons formé notre équipe. Donc, nous nous réservons le droit de nous prononcer sur quelques protocoles que ce soit à l'avenir. Deuxièmement, je crois comprendre que dans l'affaire Gbagbo, aucun protocole n'a été défini par la Chambre. De notre côté, nous estimons que la décision relative à la jonction d'instance doit intervenir avant cela. Parce que s'il y a jonction d'instance, il se peut, il sera logique donc qu'un protocole s'applique aux deux accusés. S'il n'y a pas de jonction d'instance, notre équipe aura un point de vue distinct s'agissant de tout protocole en l'espèce. En tout état de cause, et c'est là notre troisième observation, je ne veux pas entrer dans les détails de l'affaire que nous ne maîtrisons pas encore. Je voudrais simplement faire valoir que la suggestion de l'accusation selon laquelle il faudrait imposer une date butoir, certes, je comprends la position des représentants légaux des victimes, aurait pour but, cette date butoir aurait pour but d'assurer une préparation adéquate au procès. Notre préférence, et je ne veux pas rentrer dans les détails, serait effectivement d'imposer une date butoir quelconque, sinon la défense risque d'être exposée à une date inconnue s'agissant du début du procès et d'être confrontée à de nouvelles demandes de participation des victimes. Et il faudrait donc garder à l'esprit l'intérêt de la défense et de le concilier avec les intérêts des victimes. Mais d'une manière générale, et je parle au nom de notre équipe nouvellement constituée, nous voulons d'abord attendre la décision de la Chambre relative à la jonction d'instance avant de parler des protocoles. Je vous remercie. Le Président, merci. Monsieur du greffe, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Représentant du greffe, non, rien à ajouter. Le microphone du Président n'est pas allumé. Nous pouvons maintenant passer au point G à l'ordre du jour, soit les langues qui seront utilisées lors du procès. L'accusation a indiqué qu'elle escomptait que l'essentiel de ces témoins viendront déposer en français et que certains s'exprimeront en dioula et en anglais. La représentante légale des victimes a informé la Chambre de ce qu'elle n'est pas encore en mesure d'identifier les victimes pour lesquelles elle demanderait une autorisation à la Chambre
afin que ceux-ci comparaissent en tant que témoins ou pour exprimer des vues et des préoccupations. Cela étant, elle a indiqué que la langue la plus commune aux témoins est le français, le djoula et le bambara. Le greffe, quant à lui, nous a indiqué qu'il a consulté les parties et les participants s'agissant des langues qui seront utilisées lors de la procédure. Le greffe a informé la Chambre que, s'agissant du djoula et du bambara, une liste d'interprètes freelance a été dressée. Il sera donc possible d'assurer une interprétation simultanée lors du procès et tout au long du procès. Cela étant, pour les langues autres que le français et l'anglais, le greffe insiste sur le fait qu'une période de préavis de 6 mois avant le début de la déposition des témoins devrait être respectée, et ce afin d'organiser les préparatifs de déplacement, la délivrance de visas et la familiarisation et la préparation des témoins. Le greffe estime qu'il serait très utile que les témoins parlant la même langue soient regroupés en fonction de cette langue. Monsieur le procureur, est-ce que vous avez des observations à formuler à ce sujet? Monsieur MacDonald, non, Monsieur le Président. Le Président, merci. Maître Knoops, non, rien, Monsieur le Président, merci. Le Président, la représentante légale des victimes, Maître Massida, rien, Monsieur le Président. Le Président, eh bien, le greffe n'aurait pas de commentaires sur ses propres observations, n'est-ce pas? Monsieur Van Averbeek, non, Monsieur le Président. Le Président, très bien. Passons maintenant au point H, à l'ordre du jour, qui concerne la traduction de tous les documents pertinents en français. La défense a parlé de la question générale de la traduction en français de toutes les écritures et de toutes les décisions pertinentes en l'espèce. La Chambre a déjà précisé, en réponse aux observations de la défense, que M. Blégoudet a déjà parlé publiquement en français, il comprend et parle l'anglais, mais que ce n'est pas une langue qu'il maîtrise, qu'il parle parfaitement, qu'il comprend parfaitement au sens de l'article 67.1f, étant donné que sa langue d'instruction est le français, langue qu'il maîtrise bien davantage, surtout s'agissant de documents juridiques fort complexes. La représentante légale des victimes a indiqué pour sa part qu'elle ne comprend pas pourquoi M. Blégoudet ne parle pas et ne comprend pas le français, puisqu'il a dit lui-même qu'il le comprenait et qu'il le parlait. Elle a indiqué qu'elle ne s'opposerait pas à ce que l'accusé dispose de traduction s'agissant de certains documents, mais si la Chambre estime que cela est nécessaire, mais s'il est établi que l'accusé ne parle effectivement pas anglais. Maître Knoops, est-ce que vous voulez dire quelque chose à ce sujet? Maître Knoops, oui, très brièvement, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges. Je n'ignore pas la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui n'accorde pas de droit absolu à l'accusé de disposer d'une traduction complète de tout son dossier dans sa langue maternelle. La Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg a statué que ceci ne concerne que l'acte d'accusation et les déclarations de l'accusé, ce qui est conforme à la jurisprudence de nombreuses cours suprêmes de Parlement, y compris notre propre Cour suprême ici à La Haye. Voici ce sur quoi repose ce principe. La Chambre a constaté que, par exemple, que s'agissant des décisions, des ordonnances de la Chambre, relatives à des questions de fond, des questions de droit, pour une personne comme M. Blégoudet, qui a étudié à Manchester, qui est diplômé de Manchester, même pour une personne comme lui, il est difficile de saisir les nuances et les subtilités de la langue juridique. Après tout, c'est pour cette raison qu'existe un dictionnaire anglais ordinaire et un dictionnaire juridique. Il en va de même pour le français. C'est dire que la langue juridique n'est pas toujours la même que celle que parle le citoyen ordinaire, s'agissant du français ou de l'anglais. Dans la décision de confirmation des charges, la Chambre a statué dans l'affaire Gbagbo
et ce qui a également été adopté dans l'affaire Blé-Goudet, si je ne m'abuse, est qu'il y a un délai prévu pour interjeter appel, et ce délai commence à courir à partir de la réception de la traduction française par l'accusé, ce qui est vital pour la préservation des droits de l'accusé. Mais si je dois discuter de la décision de votre auguste chambre, par exemple la décision de confirmation des charges qui comportait 90 pages dans l'affaire Blé-Goudet, si je dois expliquer à un locuteur natif du français une notion juridique comme la coaction indirecte, eh bien, ceci risque de prendre beaucoup de temps. Et même là, je ne suis pas certain que l'accusé comprenne parfaitement, saisisse parfaitement la quintessence de cette notion. Ce que nous avons fait valoir dans nos observations, c'est que si la Chambre décide ou décidait à l'avenir que les questions de droit de fond, donc des questions fondamentales qui ont un impact direct sur le droit de l'accusé d'en interjeter appel, eh bien, à ce moment-là, j'estimerais qu'à tout le moins, de telles informations soient notifiées à l'accusé en français. Nous ne pouvons pas simplement dire que du simple fait que quelqu'un ait fait ses études à Manchester et que lors de sa première comparution, il est indiqué qu'il parle effectivement anglais, l'on ne peut pas supposer pour autant que il est en mesure de comprendre la langue juridique et les modes de responsabilité ou d'autres concepts juridiques. Ma requête est la suivante, et je me contenterai de demander à la Chambre ceci. Si la Chambre devait décider à l'avenir que les questions de fond et questions de procédure devaient être notifiées en français, préservant ainsi le droit de l'accusé d'en interjeter appel, après tout, la défense ne dispose pas, en l'espace de 3, 4 ou 5 jours, donc elle ne peut pas expliquer tous les détails en anglais ou de traduire tout le contenu de telle décision en anglais et en français. J'en ai terminé. Le président, très bien. Seriez-vous disposé, s'agissant des services de traduction, étant donné qu'il y a des demandes concurrentes de la part du greffe, est-ce que vous seriez... Enfin, j'aimerais savoir ce que vous pensez de la proposition suivante. Est-ce que vous seriez disposé à accepter des traductions partielles? Et par traduction partielle, j'entends, par exemple, lorsqu'il y a le rappel de procédure, il y a les observations, ensuite il y a l'examen de fond. Les parties importantes qui nécessiteront de votre part que vous formuliez des observations, ce n'est pas le rappel de procédure, ni les observations qui ont déjà été formulées par le passé, c'est plutôt la partie analyse. Est-ce que vous auriez, en principe, objection à ce que vous soit fournie une traduction partielle qui nous permettrait de surmonter cette surcharge de travail de traduction? Est-ce que vous seriez disposé à accepter cela? Maître Knops, Monsieur le Président, je suis tout à fait d'accord avec votre solution. Je comprends les contraintes avec lesquelles doit composer la Cour. Nous sommes ici, nous, la défense, pour coopérer. C'est d'ailleurs pour cette raison que je me suis adressé à la Chambre. C'était à cette fin-là. Il s'agit effectivement des observations, des décisions de la Cour qui nous intéressent le plus. Non pas le rappel de la procédure ou les propos liminaires qui ne sont pas pertinents pour la prise de décision de la part de l'accusé ou pour interjeter appel de la décision. Mais si la Chambre devait adopter ce modèle, je vous demanderai alors de faire en sorte que les traductions partielles du fond de la décision soient notifiées à l'accusé dans sa langue maternelle et que le délai ne commence à courir qu'à partir du moment où celui-ci a reçu une traduction partielle. Je pense que ce serait un compromis équitable, parce que la traduction a justement pour but de renseigner l'accusé des pour et des contre d'un appel potentiel. Sinon,
je vous le dis respectueusement, la traduction n'aurait pas de raison d'être au stade du procès. Je vous remercie. Le président, merci. Monsieur MacDonald, Monsieur MacDonald. Monsieur le président, nous voulons signaler une décision importante de la Chambre d'appel justement sur cette question dans l'affaire Gbagbo. La demande a été rejetée. Les retards ou les délais ne commencent pas à courir à partir du moment où la décision a été communiquée. Si la défense a besoin de temps supplémentaire pour des raisons liées à la traduction, eh bien que celle-ci demande un délai supplémentaire en application de la règle, de la norme 35. Et je rappelle à la Chambre la décision de la Chambre d'appel, ou l'arrêt de la Chambre d'appel 489, ou plus précisément l'arrêt numéro 0A5, et plus précisément les paragraphes 9 et 10. Pour l'essentiel, la Chambre d'appel a dit ceci. S'agissant de certains documents qui sont notifiés afin d'informer M. Gbagbo, et je cite le paragraphe 12, je vous prie de m'excuser, j'avais mal cité le paragraphe. Je vais le citer très rapidement. Par conséquent, en l'espèce, la Chambre d'appel doit d'abord déterminer si la traduction sollicitée par M. Gbagbo se rapporte à des documents qui ont pour but d'informer M. Gbagbo de la nature, de la cause et de la teneur des charges retenues contre lui au sens de l'article 67.1a. En l'occurrence, la Chambre a dit non. Et c'était bien un appel interjeté par l'accusation. Donc c'est l'accusation qui avait déposé un document d'appel relatif à la décision de confirmation pour ce qui concernait la définition de ce qui constitue une attaque systématique et généralisée, et l'accusation a dû le démontrer. Et donc, dans ce contexte, la Chambre a dit non, elle a rejeté la requête. Et plus bas, dans cet arrêt, la Chambre précise qu'il ne s'agit pas simplement de demander un délai supplémentaire. Monsieur Blégoudet, même en français, Monsieur Blégoudet n'est pas juriste, même ce n'est pas un avocat. Donc, de toute façon, il a besoin d'un avocat pour lui expliquer le droit. Il en va de même pour l'anglais. Par conséquent, même lorsque il s'agit de votre propre langue, vous ne comprenez pas toujours ce que vous lisez. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il a un avocat. Monsieur Blégoudet, l'on peut contester le fait qu'il... Enfin, il est titulaire d'un diplôme de Manchester, il a étudié à Manchester, il a suivi des cours en anglais. Nous disposons de documents vidéo qui font partie de l'inventaire de preuves de l'accusation, où il parle parfaitement en anglais. D'ailleurs, il répondait à des questions lors d'un entretien avec un journaliste, et il a dit ici même dans ce prétoire, lors de sa première comparution, que oui, je comprends l'anglais, je préfère le français parce que c'est ma langue maternelle, mais c'est Maître Knoups qui a dû lui expliquer les notions juridiques qui sont en cause. C'est pour cela qu'il a un conseil. J'encouragerai la Chambre à examiner de façon très circonspecte l'arrêt 489 de la Chambre d'appel sur ce point justement, parce que la question dépasse le cadre de cette affaire. Et j'en termine, Monsieur le Président. Donc, toute décision relative à cette question aura des répercussions, des conséquences pour l'avenir de la Cour. Donc, pour que les choses soient bien claires, il s'agit du dossier de l'affaire. Donc, ce sont des numéros. Nous ne sommes pas en train de parler des éléments de preuve de l'accusation, qui relèvent plutôt de la règle 76. Nous sommes en train de parler d'observation, d'écriture et de décision. Quoi qu'il en soit, la Chambre d'appel a déjà statué sur la question précédemment. Il existe déjà une jurisprudence en la matière. Le Président, merci. Maître Coups, Monsieur le Président, je vous redonnerai la parole dans un instant. Je voudrais d'abord entendre le point de vue de la représentante légale des victimes. Maître Massila, Monsieur le Président, merci. Il existe déjà un précédent s'agissant de ce qu'a dit mon confrère. Il a parlé du fait de devoir expliquer les nuances en anglais et dans une autre langue lorsque
l'accusé parle parfaitement et comprend parfaitement la langue. Je fais référence à la décision de la CPI en l'affaire Katanga, numéro ICC 0104 0107 522, et je vais en donner lecture. Et je cite, « Étant donné qu'on a ajouté le mot parfaitement, et étant donné l'histoire qui a présidé à la rédaction du statut de Rome, la norme d'administration de la preuve doit être élevée. Par conséquent, la langue sollicitée doit être octroyée, étant donné qu'il est, à moins qu'il ne soit établi de façon absolument claire, que la personne parle et comprend parfaitement la langue, l'une des deux langues de travail de la Cour, et qu'il se sert de son droit au sens de l'article 67 du statut. Un accusé parle et comprend parfaitement une langue lorsque celui-ci est capable de la parler couramment dans le cadre d'une conversation non technique. Il n'est pas nécessaire qu'il comprenne parfaitement cette langue tel un avocat ou un juriste. Fin de citation. Le président, je vous remercie. Le représentant du greffe, est-ce que vous avez des observations à formuler? Monsieur Van Averbeek, pas d'observation, Monsieur le Président. Le Président, Maître Knoops, je voyais que vous aviez hâte d'intervenir. Maître Knoops, je vous prie de m'excuser pour cela. Je voudrais juste formuler une observation. Je ne suis pas sûr, mais c'est l'avantage dont bénéficient mes contradicteurs, les représentants légaux des victimes et le procureur, c'est qu'ils disposent de connaissances auxquelles je n'ai pas accès. Je ne sais pas si la décision à laquelle il a été fait référence concerne le modèle que vous avez évoqué, c'est-à-dire un modèle ou une option où l'on mettrait à la disposition de l'accusé une traduction partielle du fond de la décision. Je ne suis pas certain que la Chambre d'appel, dans son arrêt, se soit prononcée sur un tel modèle. Sinon, eh bien, j'invite la Chambre à créer de la jurisprudence, créer un précédent, car il y va du fond même de l'affaire. Je comprends les contraintes budgétaires et je comprends aussi les dangers de retarder les appels. Mais la Chambre ou la Cour existe pour assurer des procès équitables. Et je crois que le fait de parler anglais est une chose, mais de comprendre l'anglais juridique est une autre paire de manches. Par conséquent, le modèle que vous avez bien voulu proposer, Monsieur le Président, en est un qui devrait à tout le moins être pris en compte. Et même si la Chambre d'appel, comme nous le savons, la Chambre d'appel est toujours prête à renverser des décisions, et c'est le cas du TPY par exemple. Le Président, Maître Knoops, ce que la représentante légale des victimes et le procureur nous ont dit, pour l'essentiel, c'est la chose suivante. Si l'accusé parle couramment une langue et qu'il comprend parfaitement la procédure, la logique de cette affirmation est qu'une traduction partielle est superflue. Car, après tout, votre rôle consiste à lui expliquer tout ce qui est juridique et technique. Maître Knoops. Intervention hors micro. Microphone, Monsieur le Président, s'il vous plaît. I beg your pardon. Le juge président, je vous prie de m'excuser. Nous allons donc nous discuter maintenant d'un point crucial, soit la date d'ouverture du procès. La Chambre comprend que cette question soit liée intimement au point A à l'ordre du jour, c'est-à-dire le temps dont doit disposer la défense pour se préparer au procès. D'après l'écriture de la défense numéro 201, et à la lumière des observations formulées par Maître Knoops ce matin, la Chambre croit comprendre que la défense souhaiterait que le procès commence dans 15 à 18 mois, à partir de la date du dépôt de cette écriture. Ce qui nous mènerait à
avril, début juillet 2016. L'accusation a signalé un certain nombre de questions non résolues, notamment la décision relative à la demande de jonction d'instance et sur la capacité de l'accusation de proposer une date pour l'ouverture du procès. La représentante légale des victimes a pour sa part fait valoir que s'il devait y avoir jonction d'instance, le procès devrait commencer alors en septembre 2015. Dans l'éventualité où la jonction d'instance est rejetée, la représentante légale des victimes estime alors que le procès devrait commencer le plus tôt possible. Maître Knops. Je regarde l'heure qu'il est. Permettez-moi de consulter le greffier d'audience. So I'm looking at the time, Mr. Donc je regarde l'heure qu'il est, Maître Knops, je m'adresse aux parties et aux participants. Nous devons terminer à 13h30, donc il ne nous reste que 2 ou 3 minutes. Nous allons donc faire la pause déjeuner maintenant et revenir, on vient de m'en informer, à 15h. Nous allons reprendre à 15h. Et nous siégerons jusqu'à 17h30, non, 16h30, pardon, autant pour moi. J'étais allé un peu vite en besogne. Après tout, nous sommes vendredi. Je pense que nous aurons amplement le temps d'achever toute la discussion sur ce point. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons convoqué cette conférence de mise en état. Avant de suspendre l'audience, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non? Très bien, donc nous allons reprendre à 15h. Move for 1.5 hours from that point. Nous siégerons pendant 1h30 à partir de là.